Chers amis de Bulles d'Histoire, bien le bonjour à vous. Si je vous demande quel est le point commun qu'il y a entre le journal que vous achetez tous les matins, la publicité, le Pôle emploi et le Mont-de-Piété, quelle est votre réponse? La réponse est tout simplement Théophraste Renaudot, dont nous allons parler aujourd'hui. Il est né à Loudun en décembre 1586 et est décédé à Paris le 25 octobre 1653. Il naît donc en décembre à Loudun. Il est orphelin d'une modeste famille protestante. Il est le fils de Jean Renaudot, le sieur de Saint-Jean, et de Cécile Fourneau. Il apprend très jeune le latin puis le grec. En 1602, il entreprend des études de médecine de chirurgie à Paris. Voyant que la médecine de Paris est trop traditionnelle, il opte en 1605 pour la célèbre université de Montpellier qui, elle, est réputée pour ses méthodes nouvelles et modernes en utilisant des produits chimiques et qui, contrairement à celle de Paris, était ouverte aux protestants. Il est reçu docteur en médecine à l'âge de 20 ans. Il voyagera en Italie, en Allemagne et peut-être en Angleterre. En 1602, il contractera des écrouelles qui seront à l'origine des cicatrices que l'on voit sur son visage. En 1608, il se marie avec Marthe du Moustier et il s'établit à Loudun où il mène une vie de modeste notable. Il fréquente notamment le salon littéraire de Gaucher de Sainte-Marthe et il y fait la connaissance d'Armand Jean Duplessis, qui n'est d'autre que le futur cardinal de Richelieu. Il fait aussi la connaissance d'un prédicateur nommé François-Joseph Leclerc du Tremblay, dit le Père Joseph. Ce Père Joseph est mystique et est un ardent partisan de la réforme catholique et il était aussi l'éminence grise du cardinal. Ces deux personnes soutiendront Renaudot dans ses projets et les favoriseront. Le Père Joseph l'amène à s'interroger sur la question de la pauvreté en France qui, dans le royaume, en ce début du XVIIe siècle, faisait des ravages. Il fait donc parvenir au conseil de régence de Marie de Médicis un traité sur la condition des pauvres. Cela lui vaut d'obtenir le titre de médecin ordinaire du roi, le roi Louis XIII, en 1612. Hélas pour lui, cette faveur sera sans lendemain, peut-être en raison de l'opposition des dévots catholiques qui sont alors fort hostiles aux protestants. Il acquiert en 1618 le titre de commissaire général des pauvres, valides et invalides du royaume. Finalement, en 1626, il s'installe à Paris et se convertit au catholicisme. Cette conversion lui permet d'entrer dans le conseil du cardinal de Richelieu. Il devient client de ce cardinal et il est l'exemple même de la réussite sociale d'un homme talentueux malgré ses origines modestes et surtout protestant, alors que le royaume s'engageait dans la remise en cause des droits des protestants. En 1628 ou 29, il ouvre un bureau d'adresse pour accueillir les offres et les demandes d'emploi afin d'apporter un remède à la pauvreté et au vagabondage sans le concours de l'Église, de la charité traditionnelle ou encore de l'enfermement. À partir de 1633, une ordonnance royale contraignit tous les sans-emploi à s'y inscrire. Jouissant de la protection absolue du roi et du cardinal, cette mesure fut accompagnée cette année-là du premier journal d'annonce, la feuille du bureau d'adresse. Son bureau était installé dans l'île de la Cité, à l'enseigne du Grand Coq, située rue de la Calandre. Elle prospéra et elle accueillit de nombreuses activités. Pour 3 sous en effet, on pouvait faire figurer dans le journal des propositions de vente, de location ou de service. Dans ces locaux, il installe également un dispensaire payant pour les aisés et gratuit pour les pauvres. Ce dispensaire était ouvert certains jours par semaine seulement. Mais, devant l'engouement et le nombre de personnes qui s'y présentaient, il devait ouvrir tous les jours. À partir de 1632, des conférences hebdomadaires médicales sont également organisées dans ces locaux. La réussite est telle qu'en 1641, il ouvre au Louvre une succursale de son bureau d'adresse. Néanmoins, cette réussite lui attira aussi de nombreuses inimitiés de la part de facultés de Paris, car, en effet, il ne faisait absolument pas appel aux médecins de Paris pour exercer dans ses locaux. L'ouverture de cette succursale marquera le début de ses problèmes avec la faculté de Paris. Car en effet, il demandait à des médecins de la faculté de Montpellier de venir travailler là-bas. Théophraste Renaudot fut aussi un des précurseurs de la presse écrite. Le 30 mai 1631, il lance sa célèbre gazette, qui sera bientôt imitée par les nouvelles ordinaires de divers endroits éditées par les libraires parisiens Martin et Vendôme, qui paraîtront dès juillet 1631. Théophraste avait le soutien total du cardinal de Richelieu et du roi. Il remporta le marché des gazettes
et Richelieu fit de cette gazette son instrument de propagande. Malgré l'hostilité de la communauté des imprimeurs et libraires parisiens, de plus, étant protégé de Richelieu et défenseur de ses idées, la couverture du procès d'Urbain Grandier qu'il écrit à charge en est la preuve, il peut diffuser librement les idées du gouvernement tout en annonçant les nouvelles parisiennes dans son grand hebdomadaire. En 1635, l'État lui accorde le monopole pour lui et ses successeurs. Le succès de cette gazette est dû à la qualité du journal et à la clarté des nouvelles. Et il est tel que son tirage atteint 800 exemplaires en 1640 et se met à paraître toutes les semaines en augmentant son format, en le passant de 4 à 12 pages, passant aussi de 15 à 23 cm, ce qui est un succès colossal pour l'époque. Avec la mort de Richelieu en 1642 et de celle de Louis XIII l'année suivante, Théophraste Renaudot, malheureusement, perd ses principaux protecteurs. Personne n'osant prendre parti pour lui, étant un ancien protestant, la faculté de Paris obtient l'interdiction des consultations et le bureau d'adresse sera entièrement fermé en 1646. Malgré cette fermeture, la Gazette a survécu et elle passe au service de Mazarin. Cependant, la Fronde qui ravage le pays vient entraver sa publication régulière. Renaudot suit la famille royale lors de sa fuite afin de protéger le jeune Louis XIV, laissant à ses fils Eusèbe et Isaac la rédaction du journal. Le monopole du journal fut alors entamé par la parution du titre Niveau à Paris comme en province. Théophraste fut remercié de sa fidélité avec le poste d'historiographe du roi. Philanthrope, Théophraste Renaudot soigne les pauvres et souhaite les aider. Il fonde dans cette optique ce que l'on nomme aujourd'hui le monde de piété. Cela permettait aux pauvres d'obtenir de l'argent en laissant un objet qu'ils pouvaient récupérer plus tard en rendant l'argent plus des intérêts ou laisser l'objet que le monde de piété revendait alors aux enchères. En 1644, le Parlement ôte à Théophraste qui a perdu tous ses soutiens, tous les titres, monopoles et privilèges qu'il a acquis. Il ne peut plus exercer la médecine, il ne lui reste que sa gazette et le bureau d'adresse. Révolté, il poursuit le doyen de la faculté de Paris, Guy Patin. Ce dernier sera acquitté par les juges. Renaudot ne cesse de se battre. Il obtiendra la nomination de ses fils à la faculté de médecine, qui prendront, avec d'autres étudiants, la défense de Théophraste et de l'antimoine, qui est un médicament qu'il avait créé. Épuisé et malade, Théophraste est frappé à plusieurs reprises d'hémiplégie. Il meurt le 25 octobre 1653 dans la misère, aux Galeries du Louvre, là où il avait eu son logement d'historiographe du roi. Il est intégré à Saint-Germain-l'Auxerrois, en face du Louvre. Il ne verra pas en 1666 la faculté de Paris adopter à l'unanimité le vin émétique à base d'antimoine. Théophraste nous laisse en héritage le journal, la publicité, les dispensaires, le pôle emploi et le mont-de-piété. Une statue se trouve en face de la mairie de Loudun et il est possible aussi dans cette ville du Poitou de visiter la maison dans laquelle il a vu le jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt, chers amis de Bulle d'Histoire. Au revoir.